Alors, on poursuit notre émission avec notre séquence cas pratique. Mathieu, concrètement, comment se met en œuvre le devoir de vigilance? Alors, le devoir de vigilance, il se met en œuvre en appliquant les règles de droit par chacune des entreprises concernées et aussi en tenant une importance significative aux décisions de justice qui sont rendues sur ce domaine, en particulier dans ce domaine, de manière générale, mais en particulier dans ce domaine, parce que c'est un domaine en construction. Les textes sont récents et il y a encore très peu de jurisprudence. Et donc, toute décision qui est rendue en la matière a une portée ou en tout cas un intérêt qui mérite d'être suivi pour interroger sa propre pratique quand on est une entreprise et qu'on met en place le devoir de vigilance. Sur les décisions qui ont été rendues aujourd'hui, un peu moins de 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, vous avez seulement, ou déjà, c'est selon, 2 décisions au fond qui ont été rendues. Une qui date du 5 décembre 2023, qui a été très commentée, qui concerne la société La Poste, qui était assignée par un syndicat et qui considérait que le plan de vigilance de la société était insuffisamment précis. Le juge, en première instance, a considéré que le plan de vigilance de La Poste avait un trop haut niveau de généralité. Et donc, il a invité, même ordonné à la société, de modifier son plan de vigilance. Dans cette décision, il y a des éléments de droit très intéressants, pédagogiques et intéressants, pour comprendre, selon le juge du tribunal judiciaire de première instance, qu'est-ce que doit être le plan de vigilance et comment est-ce que l'entreprise doit l'implémenter. C'est une décision qui fait l'objet d'un appel, donc elle n'est pas définitive. Donc il faut se garder d'y accorder trop d'importance, ou en tout cas une importance définitive. Ce qu'on voit aussi, et quand même, et là c'est un enseignement pratique qui est fondamental, même si la décision n'est pas définitive, c'est la question de la preuve. La société faisait notamment valoir qu'elle avait eu un certain nombre d'échanges avec le syndicat en question sur tel et tel sujet. Le juge a relevé qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve écrits de l'échange, il n'y avait pas de compte-rendu, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'email de synthèse de l'échange qui avait pu avoir lieu entre la société et le syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très pragmatiquement, et sans être un génie juridique ou de la RSE, il faut se ménager, à chaque fois qu'on fait quelque chose, la preuve qu'on l'a fait et qu'on l'a bien fait. Parce que le contentieux, par nature, il est postérieur au fait. Il peut arriver 6 mois, 1 jour, mais aussi comme 2 ans, 3 ans ou 5 ans plus tard. Et il faut absolument se garder la preuve, pour le devoir de vigilance par exemple, de ce travail de co-construction. Ça passe par des échanges écrits, parce que le juge n'est pas là pour croire les parties ou leurs avocats sur parole plusieurs années plus tard. Ça, c'est fondamental. Si il y a quelque chose à retenir de simple mais d'efficace, c'est la preuve. Le droit n'est rien devant un tribunal si vous n'avez pas la preuve du droit. Ensuite, ce qu'on voit aussi, et c'est l'autre décision au fond qui a été rendue, qui vient d'être rendue, et que mon cabinet a participé à obtenir, c'est que le devoir de vigilance, il peut être utilisé par les demandeurs, en l'occurrence c'était également un syndicat, pour critiquer un plan de réorganisation de l'entreprise. Le syndicat, en 2 mots, considérait que le plan de réorganisation de l'entreprise avait des conséquences environnementale et sociale négative et que ça aurait dû être inscrit dans le plan de vigilance. On a soutenu le contraire, le tribunal a rejeté les demandes. La décision n'est pas définitive non plus. Mais on voit qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Parce qu'à mon avis, le plan de vigilance, ça n'est pas un outil qui est là pour critiquer un plan de réorganisation de l'entreprise. Il y a des outils de droits sociaux, il y a des outils qui existent sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que le plan de vigilance, c'est quelque chose, c'est un document public qui est là pour exposer les risques liés à l'activité de l'entreprise. Et une réorganisation n'est, à mon avis en tout cas, pas une activité. Donc, 1, pédagogie, 2, preuve, 3, le pilotage du plan de vigilance. Ça, je laisserai Sabine et Philippe en parler mieux que moi parce qu'ils sont au sein des entreprises alors que moi, je suis à côté, je les accompagne. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient investis de responsabilité sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait un responsable du plan de vigilance, mais il faut aussi une implication collective de l'entreprise et en particulier de ses dirigeants sur ce sujet-là. Et j'en finis par là, une implication et une mise en valeur du juriste. Parce que le juriste, il a
que ce soit le juriste interne ou externe, cette grande chance de parler à tout le monde. Moi, mes interlocuteurs, ce sont autant des directeurs généraux que des directeurs financiers, que des directeurs RSE. J'essaye de speak the language et de trouver un language commun, un langage commun à tout le monde. Et le droit, c'est un point de réunion de tout le monde, surtout sur ce sujet-là qui, objectivement, intéresse tout le monde. On a tous intérêt à ce que l'environnement, aujourd'hui et plus tard pour nos enfants et nos petits-enfants, soit préservé et soit vivable. Vous n'avez pas un chef d'entreprise, vous n'avez pas un salarié qui vous dira le contraire. Vous n'avez pas un conseil le plus cynique possible qui vous dira le contraire. C'est un sujet qui réunit les bonnes intentions, mais au-delà des bonnes intentions, l'intérêt et les bonnes œuvres et les bonnes activités. Et moi, ce que je vois, c'est qu'au sein de l'entreprise, ça réunit, et c'est une force de canalisation de beaucoup d'énergie dans le bon sens et pour le bien commun. Et en dehors de l'entreprise, c'est aussi quelque chose de fondamental. Le juge se mobilise sur le devoir de vigilance, la cour d'appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, toutes ces juridictions importantes, la cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de commerce de Paris et d'autres sont en train ou ont créé des chambres spéciales pour avoir des juges qui sont au fait de ces nouveaux droits. Donc le juge se mobilise, le jury se mobilise, les entreprises se mobilisent et quel que soit le contexte politique, géopolitique actuel et ce qu'on peut vivre de difficile ou de dramatique, le fait de préserver l'environnement, c'est quelque chose qui durera. On a besoin de ça à court, à moyen et long terme. Et c'est un sujet sur lequel le juriste peut se considérer humblement comme au centre des échanges. Alors ça, j'imagine que ça doit vous plaire, Philippe, le juriste au centre D'abord, du jeu. ce débat me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il contribue à la lutte contre l'éco-anxiété. Et le juriste peut être un agent pharmaceutique quelque part pour lutter contre cette anxiété. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve ça très intéressant parce que ce que j'entends aussi dans tous les termes de ce débat, c'est que la place du juriste, finalement, elle devient centrale aussi par un autre point. Dans le débat précédent, on avait parlé de la gestion de crise, le fait que le juriste peut être aussi un moment d'innovation, de créativité pour anticiper ces risques et sortir aussi de sa case où on l'a souvent mis pendant longtemps. Il y a un autre aspect ici que je trouve intéressant, c'est le fait aussi que le juriste peut se présenter dans la cartographie des risques vers la contractualisation de l'avenir de l'entreprise. Parce que même si on est sur une obligation de moyens, lorsqu'on évoque dans son rapport son plan pour demain, donc on fait de la prospective, on le fait un peu comme de la soft law, c'est-à-dire du droit souple et non pas mou, qui va s'inscrire sur qu'est-ce que je veux moi en tant qu'entreprise, quelle ambition je peux afficher vis-à-vis d'un cadre donné, d'un cadre avec des règles du jeu complexes. Les règles du jeu, tout ce dont on parle a été écrit avant une mutation récente en Amérique, avec des règles moindres, probablement pendant au moins 4 ans, sur les règles en matière environnementale. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Pardon ? Et social et de gouvernance. Et social et de gouvernance et durée. Donc sans vouloir rentrer aucunement dans un débat politique complexe et improbable, juste dire que, gardons en tête, je l'ai dit dans le premier temps de ce débat, l'attractivité des entreprises en France et en Europe nous concerne. Donc, le mieux est l'ennemi du bien. Si vos concurrents ont 4 fois moins de règles que vous, ça ne va pas être très, très sympathique pour votre PNL après. Donc, on a aussi besoin de le faire avec une approche en droit comparé. Alors, je sais que le Sénat travaille beaucoup sur le texte, que la directive elle-même est en réforme, CSRD. Donc, on a aussi, nous, en tant que juristes, l'obligation de lever les yeux au-dessus du nez de l'avion, là, et de se dire, attendez, où on va ? Tout ça, c'est très joli, ça fait travailler plein de juristes, tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi sur la prospective du droit ? Je ne parle pas de la mise en œuvre du droit, de la prospective du droit comme on veut qu'il soit pour que les entreprises rayonnent. Peut-être identifier ce qui peut être intéressant. Et équaliser les règles, anticiper ce qu'elles vont être ou plus être également. Et un dernier point aussi, là où les juristes ont un rôle à jouer, c'est sur la configuration de l'IA générative appliquée à ces matières. C'est une matière qui se prête bien
à la cartographie, les matières de l'analyse, du crawling du web, à ce que l'IA puisse être un outil de la direction juridique. Et là, je dis, il faut prendre le flambeau. Il ne faut pas attendre Ce que sera l'IT vous le le donne. mot de la fin, Philippe. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à tous les trois. Merci pour votre fidélité. C'était Lex Inside, le grand débat.